On démarre. Bonjour à toutes et à tous. Merci, bienvenue dans ce webinaire consacré, ce webinaire des têtes chercheuses. C'est le numéro 5 ou 4, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. En tout cas, c'est sur cette session 2021 qui nous a permis d'aborder des sujets très intéressants depuis le début de l'année. Les têtes chercheuses, qu'est-ce que c'est? C'est un format de webinaire assez court, 1 heure, qui permet d'aborder, c'est bien le 5, je ne me suis pas trompé, ça c'est bien, qui permet d'aborder des sujets liés notamment à la transition touristique, en croisant les regards. C'est ça l'intérêt de ce format-là, en croisant le regard d'universitaires, de chercheurs, d'experts du tourisme, et puis de professionnels. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est le croisement de ces regards de manière à être le plus opérationnel possible, le plus concret possible, sans se priver de l'occasion de prendre de la hauteur et puis de donner à ces sujets qui sont notre quotidien professionnel du tourisme, de donner à ces sujets une dimension à laquelle on n'a pas forcément toujours l'occasion de se confronter. Que dire? Donc, les têtes chercheuses, c'est un type de webinaire qui a été créé en 2020, notamment au moment de la crise Covid, qui a été créé à l'initiative du CRT et en lien avec Pierre Torrent, qui en est un des fondateurs, Pierre Torrent, donc de l'ISTIA. Ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez le voir en replay. Enfin, vous qui êtes là, c'est peut-être pas intéressant, mais vous direz à vos petits copains qui sont restés en terrasse que le webinaire sera entièrement disponible en replay. Je sais que c'est tentant en ce moment, hein, il fait beau. Voilà, il fera l'objet aussi d'un article du magazine Voyageons autrement. Et voilà, que dire d'autre pour présenter le sujet? Avant de présenter le sujet, je vais vous présenter les intervenants du jour. Donc, on aura le plaisir d'accueillir Gilles Ngoala, qui est donc professeur à l'Université de Montpellier, qui fait partie de l'Institut Montpellier Management, MOMA, responsable du master marketing, innovation et territoire. On aura aussi Arnaud Maes, qui est professeur des universités associées à Montpellier Management, donc toujours l'Université de Montpellier, en charge du Master 1 et 2, marketing du sport et des loisirs, mais qui est aussi un membre du cabinet ID Réseau. Donc, il est là à la fois comme universitaire, chercheur, mais aussi comme consultant professionnel. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Jeanne Bru, qui est directrice du marketing et de l'attractivité de la région Occitanie au Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Et enfin, Camille Galtier, qui est vice-président du club hôtelier du Grand Montpellier et à la fois directeur de l'Hôtel des Arts à Montpellier. Donc, ces intervenants-là vont comme d'habitude, évoquer ce sujet-là en essayant d'être le plus concret possible, comme je l'ai dit. Il est évident qu'un sujet comme les enjeux autour de la clientèle de proximité, la clientèle lointaine, dans un sens générique, on ne l'épuisera pas en 1 heure, ça c'est évident, mais on va essayer de vous le rendre le plus vivant possible. Donc chacun va commencer par évoquer ces sujets-là sous des angles différents. Puis après, on se retrouvera pour poser des questions. N'hésitez pas vous-même à intervenir. Vous avez un petit picto qui s'appelle Q&R, ça veut dire questions et réponses, grâce auquel vous pourrez poser des questions aux intervenants ou à travers le chat. C'est tout à fait possible pour qu'on puisse prendre ces questions. Donc, moi, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Je vais essayer de distribuer la parole, de faire respecter les temps de parole. On a que autour de la table des gens passionnés par leur sujet, donc on essaiera de ne pas déborder et de vous relâcher vers la terrasse la plus proche, vers 17h, dernier carat. Donc, merci à tous et on va commencer cette présentation par Gilles Ngoala qui va nous parler du monde d'après. Merci. Alors oui, le sujet clientèle de proximité, clientèle étrangère, tend à mettre un point de tension entre deux types de clientèle selon leur origine. Donc je commencerai plutôt par dire que ce ne sont pas deux clientèles qu'il faut opposer, mais qu'il faut conjuguer plutôt. Mais par contre, effectivement, la prise de conscience de l'importance d'une clientèle de proximité, qui est plutôt une clientèle de loisirs, qui va consommer de la culture, consommer du sport, consommer
la lecture, consommer toutes sortes d'éléments durant les temps libres, cette prise de conscience qu'il représente plus du tiers de la consommation touristique sur la région Occitanie fait que on ne peut plus finalement les ignorer et qu'il faut essayer de les intégrer dans une démarche, une offre, une conception de la destination qui soit un petit peu plus large, un peu plus attractive également, hein. Et on en parlera probablement tout à l'heure. Et donc, bien sûr, on a d'un côté cette clientèle de proximité et puis de l'autre une clientèle étrangère qui représente quand même toujours plus d'un tiers aussi, hein, des touristes. Et donc, on ne peut pas non plus dire que parce que la crise sanitaire est passée par là et parce qu'on a été privé pendant quelques mois, pendant de longs mois de cette clientèle-là, que cette clientèle-là n'est pas digne d'intérêt, évidemment. Bon, par contre, cela soulève un certain nombre de questions, cette question de la proximité ou de la distance ou de l'origine, cela soulève un certain nombre de questions sur à la fois les tenants et les aboutissants économiques de ce genre de choix, mais aussi les impacts et les externalités écologiques des choix qui peuvent être faits, ainsi que les impacts sociaux qui peuvent aussi être pris en compte. Alors, sur un plan, je dirais, économique, simplement économique, ça suppose d'abord de réfléchir à l'allocation des ressources, c'est-à-dire à quel endroit on va mettre un certain nombre de moyens, et ça renvoie à une notion de base du marketing qui est la question du ciblage, c'est-à-dire comment on cible, comment on concentre les efforts sur différentes cibles pour gagner la partie, gagner la bataille contre des concurrents qui sont eux aussi extrêmement agressifs sur ces marchés touristiques et qui souhaitent acquérir et recruter finalement les clientèles les plus avantageuses et les plus intéressantes. Et donc aujourd'hui, cette question du rééquilibrage ou d'une réorientation des budgets vers une clientèle de proximité est une question bien sûr importante, puisqu'on doit trouver justement cette belle conjugaison, cette belle combinaison des moyens pour assurer à la fois cette attractivité à l'international au travers de campagnes qui sont réalisées notamment par le CRT, hein, ou par d'autres acteurs, mais aussi ces clientèles locales qui méritent un intérêt beaucoup plus marqué puisqu'ils représentent une bonne partie de la consommation touristique et présentent encore une fois un fort intérêt, notamment peut-être sur des périodes de l'année où la clientèle internationale est un peu moins présente et où finalement les flux locaux de proximité pourraient être plus intéressants à mobiliser, notamment sur les ailes de saison qui sont parfois un peu plus dépourvues pour un certain nombre d'acteurs. Alors ça pose des questions aussi sur je dirais beaucoup plus, et pas simplement marketing, mais organisationnel, sur la manière de gérer l'offre, de gérer les infrastructures et de concevoir une politique et une stratégie, puisque ça suppose peut-être de casser les silos qui existent. Depuis très longtemps, on a une logique d'organisation selon l'offre, avec les acteurs du tourisme, les acteurs de la culture, les acteurs du sport, les acteurs du marketing territorial, etc. Et aujourd'hui, il faut casser ces silos et essayer de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, notamment parce que il y a eu quand même, sur le plan de la recherche marketing, une grosse évolution depuis 40 ans qui est la logique d'expérience. C'est-à-dire qu'on doit designer une expérience cohérente, une expérience homogène, une expérience parfois éclectique. Et lorsqu'on parle d'expérience touristique, forcément, ça ne rentre pas toujours dans la case de l'hébergement ou dans la case de l'expérience culturelle, de l'expérience sportive. Il faut essayer de se mettre à la place du touriste lui-même et essayer de designer ensemble une expérience, même si on fait des métiers complètement différents et même si eh bien, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Alors, on a l'occasion de travailler avec le musée Fabre à Montpellier, par exemple, et c'est vrai que le réflexe d'aller vers l'Office du tourisme, de la même manière, à l'inverse, le réflexe de l'Office de tourisme d'aller vers les institutions culturelles n'est pas un réflexe finalement quotidien, alors que globalement, dans une expérience touristique en ville, à Montpellier, le musée Fabre fait partie forcément, je dirais, des musts à réaliser lorsqu'on visite une ville comme celle-là. Donc, je dirais qu'il y a un enjeu certes stratégique en termes marketing, de ciblage, mais il y a aussi un enjeu organisationnel sur la manière d'organiser les activités et de designer l'expérience ensemble en se mettant autour d'une table. Le deuxième enjeu que je vois, bien sûr, c'est un enjeu écologique. Alors,
on parle beaucoup de transformation écologique. Je crois qu'il y a eu un séminaire des têtes chercheuses sur le sujet. Donc, on voit bien aussi que cette idée de la proximité, avec une mobilité moins grande, moins longue, moins distante, avec un impact carbone plus faible, peut-être, hein, pourrait être un moyen de réduire l'impact et les externalités négatives du tourisme sur la planète. Donc, ça veut dire bien sûr qu'il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine aussi, hein, que vous portez, notamment au sein du CRTL, et que beaucoup de socioprofessionnels et de prestataires aussi engagent aujourd'hui, avec des logiques de labellisation, d'expérience durable, de tourisme durable, avec toutes formes de tourisme qui sont développées. Mais plus fondamentalement, ça pose la question de la mesure de la performance touristique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rester à des indicateurs du type nombre de nuitées, ou est-ce qu'on doit intégrer dans la logique de performance des indicateurs comme l'impact carbone qui sont utilisés dans plein de secteurs, mais qui peinent encore aujourd'hui à s'imposer totalement dans toutes les pratiques d'entreprise. Et donc, est-ce qu'on pourrait intégrer finalement dans la compréhension de l'expérience touristique l'impact que chaque activité, que ce soit les choix de mobilité, la gestion des déchets, la surconsommation, l'utilisation du numérique. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de responsabilité numérique ou de sobriété numérique. Voilà, comment on pourrait gérer un peu mieux les choses et accompagner les touristes, en particulier vers des comportements beaucoup plus éco-responsables lorsqu'ils se trouvent sur leur propre destination. Alors, on travaille aussi avec la ville de Montpellier sur des questions de zéro déchet, typiquement, et ce qu'on voyait dans nos études, c'est que souvent, les gens chez eux font le tri du déchet de manière très précautionneuse, et lorsqu'ils arrivent sur le lieu des vacances, c'est un peu moins le cas, parce qu'ils ne savent pas forcément où sont les poubelles, comment ça se fait, comment on organise, et puis c'est un moment de lâcher prise, et donc il y a effectivement une nécessité de ne pas tenir compte uniquement du voyage, mais d'intégrer ce que fait le touriste sur place et l'impact que ça peut avoir localement sur son environnement. Donc, il y a des questions de sensibilisation, de programme, d'engagement aussi des touristes dans ce type de comportement. Et donc, designer l'expérience et l'expérience durable, c'est aussi intégrer toutes ces formes de comportement, de pratiques, qui sont très difficiles à installer parce qu'on sait très bien qu'il y a une grande différence entre nos convictions ou notre conscience environnementale et la réalité de ces pratiques-là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis assez sceptique sur l'idée qu'il y avait le monde d'avant où on allait consommer l'avion et le monde d'après où on arrêterait de consommer l'avion et de se déplacer à distance. Donc, je crois que, d'ailleurs, on va en avoir la confirmation assez rapidement cet été. Ce sera peut-être exactement l'inverse. Le besoin de voyager, le besoin de voir autre chose est quand même toujours très fort chez l'individu. Et ça fait peut-être partie, d'ailleurs, des consommations essentielles pour beaucoup d'entre nous. Donc, on peut effectivement considérer que, en tout cas, cette dimension environnementale va prendre de plus en plus d'importance et que dans le reporting que l'on doit faire en matière de tourisme, cela devienne progressivement une donnée clé à intégrer dans ce que l'on donne. Sur le plan social, ensuite, effectivement, le souhait de se réorienter ou de se recentrer vers des clientèles de proximité par rapport à des clientèles étrangères pose la question finalement de l'intégration, de l'acceptation de ces populations différentes par rapport à des clientèles que l'on avait l'habitude de fréquenter. Et donc, on voit bien hein, tous les débats autour du surtourisme ou les faits divers qui se sont accumulés parfois avec des frictions entre les résidents et puis les habitants des régions et puis les touristes qui n'avaient pas l'habitude de voir. Et donc là, ça soulève effectivement des questions d'acceptabilité du tourisme. C'est-à-dire qu'on est prêt, bien sûr, à accepter le tourisme, mais pas forcément lorsque c'est dans son arrière-cour, c'est-à-dire dans son jardin. C'est souvent le cas et la réaction de beaucoup de gens par rapport à plein de sujets. Hein. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec plein de choses, sauf que quand ça nous affecte directement. Et donc, il y a tout un travail, je dirais, de pédagogie à faire pour expliquer aussi
à chacun l'intérêt qu'il peut avoir à ce que le tourisme se développe ou à ce qu'une certaine forme de tourisme se développe, que c'est important aussi de bien accueillir à la fois ces clientèles de proximité, mais aussi les clientèles étrangères, faire preuve d'hospitalité, hein, offrir le gîte, le couvert, la sécurité à ceux que l'on accueille. Et c'est aussi une question de valeur du tourisme pour l'habitant lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il gagne finalement dans le tourisme. Je crois qu'on n'est pas forcément toujours extrêmement bon dans la manière de présenter le tourisme et de montrer que le tourisme peut bénéficier, pas simplement aux acteurs qui sont dans le tourisme, mais aussi plus globalement à un territoire donné qui peut rayonner ainsi grâce à ça. Donc, beaucoup de travail à faire, d'après moi, sur la question de l'acceptabilité sociale du tourisme aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, je dirais, que dans le passé, puisqu'on est vraiment face à des touristes qui ont quand même, et des habitants qui ont une conscience sociétale et qui veulent regarder toutes les conséquences économiques, sociales, environnementales de ce tourisme. Et donc, on doit reconvaincre finalement un certain nombre d'habitants d'accepter le touriste qui vient comme ça, que l'on va accueillir. Mais probablement aussi, ça demande, de notre point de vue, de réintégrer les habitants dans la conception de l'offre touristique et de l'expérience touristique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du tourisme sans les habitants eux-mêmes qui vont accueillir. Alors bien sûr, il y a les prestataires, les socioprofessionnels, mais il y a aussi les habitants, je dirais les autochtones, qui sont là et qui sont importants puisque ce sont eux aussi qui participent à la valorisation du territoire. Et donc, il y a tout un marketing, je dirais, interne à faire pour faire en sorte que ce tourisme soit un tourisme différent, peut-être plus qualitatif, plus intéressant, accepté par tous, légitime, et qui trouve de nouvelles lettres de noblesse, finalement, dans un contexte qui a quand même pas mal changé avec, encore une fois, des préoccupations différentes aujourd'hui chez un certain nombre de touristes. Voilà, donc beaucoup de sujets, effectivement, qui sont soulevés. Des questions aussi, bien sûr, qu'on doit mettre en rapport avec la transformation numérique, hein, qui impacte les choses et qui nécessite aujourd'hui de s'y adapter. On peut difficilement faire sans toutes ces plateformes numériques qui existent. On en parlera, je crois, tout à l'heure un petit peu, mais sans les outils de recherche. Et donc, on doit justement se placer du point de vue de l'utilisateur, de l'user, hein, la user experience, pour concevoir une expérience cohérente, globale, diversifiée et intéressante du point de vue de l'utilisateur lui-même et pas forcément uniquement du point de vue des offreurs de leur côté. Voilà. Donc, pour commencer, voilà ce que je dirais à peu près sur cette question de clientèle de proximité, clientèle internationale. Ça pose très, très bien le débat. Je pense que c'est des sujets qu'on va développer au cours des différentes interventions. Cette approche nécessaire d'un global du tourisme. Et puis moi, ce que je retiens aussi, c'est quelque part le paradoxe de l'exotisme des clientèles de proximité. Finalement, clientèle de proximité, on pourrait penser que c'est beaucoup plus facile. Et finalement, il y a un décalage social ou sociétal ou d'incompréhension mutuelle qui est apparu cet été à l'occasion de la crise, qui est quand même intéressant à développer et à appréhender. Maintenant, je vais donner la parole à Arnaud Maes pour compléter cette manière de poser le décor. À toi. Merci Dominique et merci Gilles pour avoir mis cette mise en contexte. Alors, par rapport en fait à la thématique, clairement, je pense que je suis tout à fait d'accord au fait qu'on ne doit pas opposer clientèle de proximité et clientèle étrangère. Ça, c'est quelque chose qui est donc essentiel et je pense que si nos auditeurs sortent déjà avec cette idée-là, déjà, ça veut dire qu'on a déjà fait un bon bout de chemin. Alors, oui, moi, j'ai envie de répondre en fait à cette problématique par 4 points. Le premier point, en fait, c'est déjà de prendre en compte le contexte, bien sûr, et l'état d'esprit que sont ces touristes, qu'ils soient de proximité ou cette clientèle étrangère. Deuxième point sur lequel j'ai envie de m'attarder, c'est, et Gilles en a parlé, hein, c'est la notion d'adaptabilité des professionnels, d'accord, et aussi la notion d'expérience. Ça, pour moi, c'est essentiel. Le troisième point qui peut alimenter, en tout cas, les débats, c'est aussi, et Gilles l'a bien dit aussi,
c'est cette prise de conscience sur la notion d'éco-responsabilité. On ne peut plus consommer comme on le faisait avant. Et le troisième point, sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse s'attarder un tout petit peu pour fermer en tout cas ce premier volet, c'est la notion de synergie. Synergie avec les acteurs en place. Alors, Dominique, Emmanuel, si vous voulez bien, on va donc commencer par le premier élément, qui est l'état d'esprit et le contexte. Je pense qu'ici, les professionnels qui nous écoutent, quand ils regardent en fait leur carnet de commandes, ou en tout cas leur reporting de prévision de fréquentation, bah déjà, quand on fait une marche arrière sur les derniers 12 mois, on s'est tous rendu compte qu'il y a quasiment, je crois que les dernières statistiques, Jeanne, tu pourras nous confirmer, il y a quasiment moins 70% de touristes étrangers qui ont fréquenté en fait la région Occitanie. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, avec tout ce qui se passe, le passeport sanitaire, etc., bon, peut-être qu'effectivement, et on espère, que ce pourcentage va donc augmenter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les professionnels et les personnes qui nous écoutent ont compris qu'il fallait aller chercher en fait du grain autrement. D'accord ? Le grain, ça veut dire effectivement une nouvelle clientèle. Alors, cette nouvelle clientèle, en fait, qu'elle soit encore une fois de proximité ou une clientèle étrangère, en fait, il faut comprendre cet état d'esprit. Je pense qu'on a tous vécu plus ou moins facilement en fait ces confinements, hein, qu'on soit à l'autre bout de l'Europe ou qu'on soit en France. Ça veut dire que là, on n'en vit qu'une chose, c'est que que l'heure des vacances arrive, parce que la plupart des touristes ont besoin d'espace, de liberté. Ça, c'est un fait. Ils ont besoin aussi, et ça a été prouvé par les statistiques, le fait d'avoir de la nature, du vert, d'accord ? Un besoin de respirer, faire de l'activité physique. Ça, c'est quelque chose qui est donc important. Également, il ne faut pas aussi, on a eu en fait une pauvreté affective et sociale. Donc, ça veut dire que par rapport en fait à ces touristes, encore une fois, qu'ils soient des étrangères ou de proximité, c'est un besoin d'empathie, un besoin d'avoir un aspect affectif par rapport à ces vacances. Se retrouver en famille, se retrouver entre amis. Là, comme tu disais, tout le monde va sauter sur les terrasses, et ben on n'a envie qu'une chose, c'est effectivement de partager ces moments et de rattraper le moment qu'on a perdu, d'accord, sur lequel on était, entre guillemets, enfermé. L'autre point important dans cette mise en contexte, c'est aussi la notion de sens. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Le sens par rapport au circuit court, par rapport à tout ce qui est une consommation qu'on peut qualifier d'éco-responsable, d'écologique. Il y a un petit grain de folie qu'on pourrait appeler de l'altruisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est donc aussi important. Et que l'on soit de l'étranger ou que l'on soit à quelques kilomètres donc de son lieu, eh ben, c'est des éléments qui vont être importants. Également, en fait, les valeurs. Les valeurs, en fait, les valeurs ont changé. On a des valeurs, entre guillemets, qui reviennent en force, qui sont la solidarité, l'humilité, l'authenticité, la vérité et quelque part un peu de la transparence. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire, déjà, en fait, on le travaillait bien avant la crise. Et clairement, et je ne vais pas emprunter à plusieurs consultants, à plusieurs personnes des sommités, on dit qu'effectivement, cette crise sanitaire, le Covid, on va éviter de l'appeler comme ça, mais en tout cas, a été un accélérateur de tous ces changements de fond. Et ça veut dire que par rapport à ces professionnels ou à ces personnes qui interviennent dans le domaine du tourisme, eh ben, il faut prendre en compte ces éléments-là. Sinon, ça va poser un énorme problème, parce que ça, c'est ce que les personnes ont besoin. Et si vous ne leur fournissez pas ou vous ne répondez pas à ces besoins, eh ben, vous allez avoir des difficultés. Ça veut dire que derrière, et c'est le deuxième point qu'on va aborder, c'est la notion d'adaptabilité. L'adaptabilité, ça veut dire que par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble, on est en mesure de se poser la question, et j'ai envie de leur poser cette question. Quelle expérience vous allez pouvoir faire au sein de votre structure, que vous soyez parc accrobranche, hôtelier, restaurateur, enfin tout ce qui, en tout cas, joue dans la cour donc de tout ce qui est le tourisme et le loisir, mais aussi la culture, Gilles l'a bien dit, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à ces besoins chez vous, mais autour de chez vous. Ça veut dire qu'en gros, il faut réussir à secouer le cocotier, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, pour essayer de sculpter en fait vos produits, vos services, au regard justement de ces nouveaux besoins, en tout cas ces besoins qui sont latents. Ça veut dire que, regardez ces notions d'espace,
de nature et de liberté, des notions permettant donc de se retrouver, des notions d'attente de sens dans sa consommation. Et il y a un point qui est donc important, et je pense que Camille va bien sûr largement peut-être témoigner, c'est qu'il y a un point important, c'est que les personnes que vous allez vous retrouver donc en juin, juillet, août, septembre, octobre, et voire un peu plus dans les prochains mois, c'est de ne les pas considérer comme des touristes. Ça serait la plus grosse erreur à faire. Ça veut dire que ces personnes-là, et on parle bien de cette clientèle de proximité, clairement, c'est des personnes qui sont à quelques centaines de kilomètres de chez vous. Ils connaissent parfaitement votre territoire. Pire, ils habitent ce territoire. Ça veut dire qu'ils sont attachés. Ils veulent avoir en fait consommé de façon responsable. Et ça, notamment, c'est un élément qui est donc important, c'est quand vous leur offrez des prestations, il faut penser une chose, c'est que par rapport à ces touristes étrangers, j'aime pas trop les appeler comme ça, mais en tout cas les personnes qui viennent de loin, d'accord, ces voyageurs lointains, c'est vrai que rien que le fait de venir dans notre région, pour eux, c'est une expérience. Parce que nous, on a la chance d'habiter un fabuleux territoire, l'Occitanie. On peut parler d'autres régions, mais nous, on est quand même assez choyés. Mais ça veut dire une chose importante, ça veut dire que derrière, ce qu'on peut promettre à ces clientèles lointaines, si vous promettez la même chose à ces clientèles de proximité, vous risquez d'avoir une énorme fracture en termes de ce qu'ils espéraient attendre de leur séjour. Donc ça veut dire aussi un point important, et ça, je pense que Camille va en témoigner aussi, c'est que aussi, on se rend compte que depuis plusieurs mois, on a les notions d'avis qui ont tendance à perdre 1 ou 2 points. Bah, tout simplement parce qu'effectivement, les personnes qui déposent des avis, eh ben, par rapport à ce qu'on leur a promis, eh ben, ils voient une grosse différence parce qu'ils habitent ce territoire. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Et donc, Gilles, si je me permets de t'impointer, il est clair que là, la notion d'expérience, elle est au centre, doit être au centre de vos réflexions. Ça veut dire que par rapport à ça, cette expérience, elle peut être à plusieurs niveaux. Cette expérience, elle peut être humaine. Humaine, ça veut dire en gros, ça veut dire que on peut consommer des produits, mais dans le respect total de la population qui habite. D'accord ? Ça veut dire aussi, c'est d'apprendre à ces personnes qui sont autochtones, d'accord, à vivre ensemble. Là, par exemple, je viens de corriger un mémoire d'un étudiant de Master 1, qui était d'ailleurs excellent, qui travaillait sur les tiers-lieux à la Grande Motte, le développement des tiers-lieux. Et sa problématique, elle était claire. C'est est-ce que les tiers-lieux, pour nos auditeurs, les tiers-lieux, en fait, c'est des lieux où, en fait, on peut regrouper des personnes pour pouvoir partager des valeurs, discuter. Ça peut être aussi des ateliers. Enfin, en tout cas, on co-crée. Et sa problématique, c'était de dire, est-ce que ces tiers-lieux, est-ce qu'il n'y a pas la frontière entre une office de tourisme et un tiers-lieu? Est-ce qu'une office de tourisme ne peut pas devenir un tiers-lieu? Et réciproquement, voyez. Donc ça peut être intéressant parce que cette population, elle a envie de rentrer en contact avec cette population qui habite ce territoire. Ça veut dire aussi, il faut favoriser en fait ces rencontres. Ça veut dire aussi qu'ils veulent savoir, peut-être au niveau politique, pourquoi il y a telles infrastructures, etc., etc. Donc ça fait partie aussi des éléments que l'on n'a peut-être pas mis sur les produits par rapport à ces clientèles qui sont dites lointaines. J'ai tendance aussi à dire qu'une expérience, au-delà du fait qu'il peut être authentique, peut être lié effectivement à l'aspect logistique. Et ça, warning à ça, parce que c'est vrai que on a eu le cas dans notre région, pas plus loin qu'à I-105, pour ceux qui connaissent bien cette région, lorsque les Montpelliérains décidaient de mettre leurs serviettes au mois de juillet-août, tous les 5 minutes, il y avait des flots discontinus de canoë-kayak qui passaient. Aucun moment, on pouvait avoir un élément de tranquillité. Ce qui fait que ça a alimenté une frustration importante aussi. Donc, il y a une notion aussi que Gilles a évoquée, qui est cette notion de gestion des flux. D'accord ? Parce que rapidement, en fait, on risque d'avoir une saturation. Et donc, il y a quelques expériences qui peuvent être citées. Des expériences, par exemple, qu'a fait le CRT Paquet par rapport à l'application Waze, par exemple, qui permettait justement de gérer les flux. Ça pouvait être intéressant. Donc, il y a des éléments aussi qui doivent aller dans le sens de cette expérience. On voit notamment, vous avez dû entendre, ça défiait la chronique, que la Nouvelle-Zélande, par exemple, est en train de faire
machine arrière en termes de marketing pour dire stop, on ne veut plus de touristes. D'accord? Donc ça veut dire qu'on est à l'encontre de ce qu'on est en train de discuter actuellement. Alors, bilan, en fait, au-delà du fait ici qu'on est sur toute la partie déplacement doux, éco-responsabilité, etc. Le dernier point, et si tu me permets, Dominique, si je suis encore dans les temps, tu me dis, hein, dans les oreillettes, c'est bon. Le quatrième point qui est pour moi essentiel et qui va être la clé, en tout cas, de cette conciliation entre cette clientèle de proximité et cette clientèle lointaine, c'est globalement un maillage territorial. Ce maillage territorial, il est plus que nécessaire. Ça veut dire que globalement, on doit tout faire pour faire travailler en synergie des acteurs qui, jusqu'à maintenant, ne travaillaient pas ensemble. Parce que c'est vrai que le tourisme était réservé en fait à un secteur particulier. C'est faux. Ça devient complètement, entre guillemets, utopique de penser ça. Et il y a un partage de valeurs qui doit s'opérer entre les acteurs. Mais quand je parle d'acteurs, je parle bien sûr de sociopros, de loueurs, de professionnels au niveau des parcs accrobranches, mais aussi des artisans, des agriculteurs, des producteurs, qui doivent en fait travailler tous ensemble, main dans la main, pour d'une part proposer des plages horaires beaucoup plus importantes, mais aussi travailler sur des ailes de saison. Éviter effectivement, quand on est, je dois citer certains villages dites étapes, quand on débarque au mois de janvier-février, il n'y a pas un chat, on ne peut même pas dormir, on ne peut même pas se restaurer. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que ce partage de valeurs est nécessaire, mais ça veut dire que derrière, chacun doit prendre sa responsabilité pour créer justement cette valeur. Donc c'est pour ça que la notion de synergie est pour moi vraiment importante. Voilà ici. Donc voilà ce que je voulais en dire, en tout cas sur ces quatre points pour pouvoir éclairer cette problématique de Mickaël. Merci Arnaud. Et justement, il y a une réaction de Virginie, moi je vous la lis, je ne sais pas si vous l'avez lu dans le chat, mais c'est super intéressant, qui dit « Bonjour, j'ai créé un produit pour mon entreprise. Ce dernier n'a pas du tout marché et pourtant il réunissait la plupart des points dont vous parlez. 3 jours, 2 nuits, tout compris, 160 €, une expérience nature proposée, dégustation de sirop, cocktail de plantes, création de tisanes de plantes, yoga, méditation de plein air, rando forestière, découverte des plantes, tous les besoins primaires, plein air, rencontre, sortir, ne s'occuper de rien, être consommateur. Je ne comprends pas. Voilà, un conseil, une réponse. Je trouve que c'est très intéressant parce que, évidemment, si on avait la formule magique pour créer le produit qui va marcher à tous les coups, je pense que vous ne seriez pas là à nous écouter, vous seriez en train de monter tous de nouvelles entreprises. Mais on est vraiment dans une logique de transition. Il n'y a rien de magique dans tout ça. Et ce que tu exprimes, Arnaud, montre aussi clairement, en parlant de la Nouvelle-Zélande, à quel point le démarketing n'est pas une nouvelle forme de marketing encore plus exacerbée, encore plus sournoise. Je dis ça avant de céder la parole à Jeanne, qui est la directrice du marketing au CRT, mais on est vraiment sur quelque chose de ténu, de fin, et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est peut-être le sens. Donc, on n'a pas aujourd'hui le shaker avec les ingrédients magiques. Je ne sais pas, tu peux réagir à cette question-là, Arnaud, ou les autres. On n'a pas de formule magique, mais c'est très intéressant quand même de pouvoir évoquer ça. Je peux donner quelques pistes, hein, mais encore une fois, j'invite mes collaborateurs à alimenter cette réponse. Le premier point, en fait, c'est pas tout d'avoir ce produit. Le produit, il peut être super, d'ailleurs, ça donne vraiment envie, quoi. C'est que derrière, en fait, après, il faut travailler sur des leviers d'acquisition. Quels sont les leviers qui vont vous permettre de faire connaître ce produit à cette population? Donc ça, c'est le premier point. Le second point aussi, c'est que souvent, jusqu'à maintenant, les professionnels, ils avaient leur base de données qui était gérée par, entre guillemets, soit des grands groupes de type OTA et compagnie, mais ils n'avaient pas jusqu'à maintenant pris la peine de travailler une base de données par rapport à des personnes qui étaient à 20, 30, 40 km de chez soi. Et puis ensuite, derrière, c'est vrai que lorsque l'on veut faire connaître ce produit à une clientèle toulousaine, montpelliéraine ou lyonnaise, et ben, globalement aussi, ça veut dire aussi qu'il faut leur faciliter le plus possible en fait l'accès à ce produit, à la fois en termes de logistique, mais là je fais un clin d'œil à Jeanne, elle va en parler dans quelques minutes, le fait que peut-être qu'ils n'ont pas envie de prendre cette voiture, ils veulent peut-être en fait aussi découvrir avec tout ce qu'on a entendu, le faire à vélo, en trottinette électrique. Vous voyez, il y a plein d'éléments. Ça veut dire qu'aussi, ce n'est pas tout d'avoir le bon produit, il faut savoir le communiquer et, comme disait mon collègue Gilles, c'est d'avoir une bonne stratégie marketing et non plus raisonner en marketing de l'offre,
mais bien en marketing de la demande. Peut-être juste pour prolonger effectivement ce que vient de dire Arnaud, il faut éviter d'entrer dans des logiques de massification, en fait. C'est-à-dire que croire que tout le monde veut de la naturalité, de l'authenticité, de l'isolement au fin fond du Larzac ou dans des zones rurales, je crois que c'est pas vrai. Hein. Il suffit d'aller se balader dans certains lieux extrêmement touristiques où il y a du surtourisme et les gens finalement apprécient aussi ce genre d'expérience-là. Il suffit d'aller sur les plages bondées du Languedoc pour voir aussi qu'un certain nombre de personnes aussi apprécient qu'il y ait du monde. Hein. Ils ne veulent pas forcément cette naturalité. En d'autres termes, on est toujours quand même face à un marché extrêmement hétérogène. Et donc, trouver la bonne adéquation entre l'offre que l'on a et un groupe de clients particuliers, c'est toujours quand même relativement compliqué. Il faut trouver les bons canaux, les bons prix, les bonnes offres, etc. Et puis, donc, des voies d'accès particulières pour accéder à cette clientèle-là. Et puis, d'autre part, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls, finalement. C'est-à-dire que la concurrence, elle est extrême aujourd'hui sur cette proposition de naturalité, d'authenticité. Tous les territoires ruraux en France sont dans la même position, sont dans le même positionnement, puisque c'est finalement là leur valeur, hein, leur infrastructure, leur paysage, leur patrimoine naturel, c'est ce que ces territoires mettent en avant. Et donc forcément, l'Occitanie a bien sûr beaucoup d'atouts, mais ce n'est pas le seul territoire qui a ces atouts. Donc il faut être capable à la fois de trouver la bonne adéquation entre une offre et une demande, mais aussi être capable de concourir contre des acteurs qui proposent la même naturalité, la même authenticité ailleurs. Et là, c'est vrai que c'est la chance de la France d'avoir autant d'initiatives, mais c'est aussi une difficulté supplémentaire. Et puis, on sait qu'il y a un décalage aussi entre cette sensibilité qui est exprimée par les populations et puis la réalité d'une consommation qui n'est pas encore forcément toujours activée. Donc, je vais donner la parole à Jeanne, puisque là, le timing commence à être serré un petit peu, mais c'est intéressant parce que le sujet était intéressant. Et donc, quand on est au CRT en charge du marketing, bah, on se dit c'est simple. Les clients étrangers ne peuvent pas venir, et c'est le cas encore pour cet été parce qu'on voit que ça bouge au jour le jour, mais que les frontières sont encore loin s'en faut, ne sont pas ouvertes. Donc, on n'a plus d'étrangers, on va compenser par une clientèle de proximité, donc tout va bien. Ce n'est pas très compliqué en fait comme boulot, mais bien sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et j'ai envie de dire aussi, Arnaud, là où on pourrait lancer un débat, mais ce sera pour une prochaine tête chercheuse, est-ce que les clientèles de proximité nous connaissent si bien que ça, connaissent si bien leur arrière-cour? Ce n'est pas toujours évident. Et en fait, on a aussi vu arriver en Occitanie, pas forcément des clients de proximité, mais des clients français qui avaient l'habitude de partir à l'étranger et qui, par obligation, se sont mis à redécouvrir leur territoire. Et là aussi, il y a des déclencheurs et des choses intéressantes à travailler. Mais Jeanne a beaucoup de choses à nous dire et puis il est déjà 16h43, donc je lui cède la parole tout de suite. Merci Dominique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le timing est serré. Moi, j'avais 4 points que je souhaitais partager avec vous. Dans un premier temps, quelques chiffres clés. Gilles en a cité quelques-uns et je vais pouvoir en apporter quelques-uns complémentaires qui pourront éclairer notre débat. Un focus sur le positionnement de la destination. Il vient d'être évoqué à l'instant, mais il y a un vrai enjeu sur le positionnement de la destination et même au-delà, comment on traduit de façon opérationnelle ce positionnement en action de façon à être différenciant et à apporter une vraie valeur ajoutée et de vrais vecteurs d'attractivité pour la destination. Et enfin, une ouverture bien sûr sur l'international. L'international qui concrètement a des difficultés à redécoller et avec très peu de visibilité sur les semaines et les mois à venir, mais c'est bien sûr un thème au cœur de nos réflexions. Alors, pour démarrer sur quelques chiffres clés, Gilles en a parlé, 65% des Français fréquentent, autant pour moi, donc nos visiteurs se décomposent en 65% de Français et 35% d'étrangers, donc on a un équilibrage à 65-35 avec en premier touriste français, les habitants d'Occitanie qui cumulent 37% des nuitées touristiques. Donc l'habitant d'Occitanie,
Occitanie va être vraiment au cœur de toutes nos attentions, dans la mesure qu'il a vraiment cette part, qu'il occupe cette part en termes de nuitées. Concernant la clientèle étrangère, nous sommes au 4e rang des régions françaises les plus fréquentées par les touristes étrangers. Donc, une clientèle internationale qui n'est bien sûr pas à négliger. Un petit focus grâce à une enquête que nous avons menée auprès de nos habitants d'Occitanie, enquête menée fin 2020, qui nous apporte un éclairage justement sur les retours des habitants d'Occitanie et leur perception de l'activité touristique sur leur quotidien et l'impact que peut avoir l'activité touristique sur leur quotidien. 92% des habitants d'Occitanie sur un échantillon de 5200 répondants considèrent qu'ils vivent dans une région touristique et 60% estiment que ce caractère touristique améliore leur qualité de vie. Donc, une perception qui est plutôt positive de l'activité touristique en Occitanie. 94% des habitants font découvrir la région quand ils reçoivent famille et amis chez eux, donc ils sont de véritables ambassadeurs de leur propre destination. Et 79% estiment qu'un engagement fort dans le tourisme durable est un réel atout. Donc, voilà, ces chiffres clés pour traduire aujourd'hui le choix qui a été le nôtre de s'intéresser particulièrement à nos habitants, à cette clientèle régionale de proximité qui parfois avait été mise un petit peu de côté parce que voilà, il y avait de vrais enjeux au niveau national, un réel développement à l'international. Donc, le contexte fait qu'au CRT-L Occitanie, on a vraiment réorienté notre stratégie pour faire un focus particulier sur cette clientèle de proximité. Nous avons travaillé un positionnement de la destination axé autour de l'occitalité. Alors l'occitalité, certains d'entre vous en auront peut-être entendu parler. L'occitalité est un état d'esprit qui fédère, c'est l'état d'esprit de notre destination qui, à travers la rencontre, le partage, l'hospitalité, la convivialité, la bienveillance, traduit tout ce qu'est notre destination. Il y a également la notion de diversité et de responsabilité qui sont des socles, des piliers socles de notre positionnement et qui sont aussi, comme le disait Gilles, partagés par d'autres destinations touristiques aujourd'hui qui s'appuient aussi sur ces valeurs piliers. Aujourd'hui, en Occitanie, on a envie de transmettre le fait que chaque séjour en Occitanie est un voyage qui nous fait grandir. En Occitanie, on ne voyage pas plus, on voyage mieux. Et à travers la rencontre, le sens qu'on va avoir dans notre voyage, l'art de vivre qu'on va découvrir, on se fait du bien, on prend le temps et on grandit, on sort grandi de cette expérience de voyage. Alors, les positionnements, c'est très bien. Voilà, et nous partageons effectivement un positionnement qui peut être rapproché à celui d'autres destinations. Néanmoins, c'est vraiment à travers la traduction opérationnelle de ce positionnement qu'on essaie de se différencier. Cinq exemples de traduction opérationnelle de ce positionnement. Le premier est vraiment la traduction de ce positionnement en expérience de voyage. On en a parlé, c'est aujourd'hui au cœur des préoccupations des visiteurs, des voyageurs, et à travers une collection de fabuleux voyages que nous avons créés avec nos partenaires départementaux, nous avons travaillé et vraiment mis en lumière des expériences de voyage qui vont allier de la découverte, du slow tourisme, des rencontres, et on va aller rencontrer les producteurs, réellement découvrir un territoire avec des adresses, des contacts pratiques, et chaque expérience étant vraiment détaillée et bien sûr disponible sur notre site tourismeoccitanie.com. Un deuxième point qui peut paraître symbolique, mais c'est le fait que le CRT soit devenu le comité régional du tourisme et des loisirs. Nous avons ajouté le L à notre dénomination pour traduire notre engagement et notre volonté à travailler les loisirs comme vecteur de développement de l'activité touristique en région. Et nous faisons vivre ça à travers le dispositif Oxygène qui a été lancé au 7 juillet. Le dispositif Oxygène est matérialisé aujourd'hui par une carte Oxygène qui offre un accès aux loisirs à des tarifs réduits chez plus de 300 prestataires dans la région. Nous avons en 2020 édité 25 200 cartes. Alors, les cartes qui s'adressaient à un public grand public, mais également à un public à revenus modestes avec un abondement et une monétisation. Donc, une cagnotte qui était associée à chacune de ces cartes par la région Occitanie.
pour permettre à des publics sensibles de découvrir et de pratiquer des activités de loisirs. Un chiffre qui me semble vraiment intéressant pour traduire aussi la notion de mobilité et d'intérêt pour l'hyperproximité, c'est le fait que jusqu'à 73% de la consommation des activités de loisirs faites avec la carte Oxygène, en nombre de passages, c'est faite dans le département de résidence des porteurs de la carte. Donc on voit bien une appétence pour la consommation d'hyperproximité finalement. Cette carte, elle était valable sur toute la région et finalement, elle a été le plus utilisée dans le département de résidence du porteur de la carte. Voilà, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes étudiants éventuellement, pour vous dire que cette carte est gratuite pour les 18-25 ans et totalement dématérialisée. Donc, n'hésitez pas à la commander dès aujourd'hui pour en profiter tout au long de l'été et au-delà. Annie, Voilà. excuse-moi, il faut qu'on accélère un tout petit peu pour donner un petit peu de place à Camille D'accord. qui piaffe d'impatience d'intervenir. Camille, la parole est à toi dans quelques minutes. Concernant les loisirs, des questions se posent pour aller plus loin. Un travail a été mené avec les étudiants de Montpellier Management dans le cadre de leur challenge numérique. L'idée étant de conseiller le CRT sur l'opportunité de créer un site internet dédié aux activités de loisirs. Donc voilà, réflexion en cours et merci aux 5 startups étudiantes qui ont travaillé sur le sujet. En termes de mobilité, on a commencé à en parler. Le CRTL, de façon très opérationnelle, est engagé sur des comités d'itinéraire, donc pour valoriser les mobilités douces. La GTMC, Via Rhôna, la Méditerranée à vélo, la Voie d'Arles, autant d'itinéraires qui valorisent le territoire et qui amènent au développement de la pratique des mobilités douces. Un petit focus sur l'offre de transport régional. Il nous a paru intéressant de travailler avec les services transport de la région et la SNCF pour rapprocher l'infotransport de l'info touristique au sein de nos pages prestataires sur le site internet et on intègre donc progressivement la possibilité aux visiteurs de notre site de découvrir à la fois des sites touristiques mais d'avoir un accès direct aux disponibilités, aux horaires de train pour pouvoir s'y rendre en train. Donc ça, c'est une évolution qu'on fait progressivement sur notre site et qui nous semble tout à fait en phase avec ça. D'autres initiatives, une offre de transport va être intégrée à la carte Oxygène également. Voilà, autant d'actions qui favorisent la mobilité et stimulent la consommation de nouveaux modes de transport et le fait de privilégier, si possible, les transports en train. Nous travaillons également sur un projet de GRC, gestion de la relation client à échelle régionale, donc avec nos départements. L'idée va être vraiment de développer cette audience qualifiée à la fois en région et en national, à segmenter cette base de données. Arnaud en parlait tout à l'heure, c'est vraiment le cœur c'est notre coffre au trésor, cette base de données, cette audience qualifiée qu'on se crée, de façon à pouvoir diriger des communications et pousser des contenus différenciés selon si on s'adresse à la clientèle nationale ou régionale, qui va être beaucoup plus experte et attendre d'autres typologies de contenus. Alors l'international dans tout ça, je rejoins complètement les interventions de mes collègues précédents. Il n'y a vraiment pas d'opposition entre ces deux clientèles, mais plutôt une complémentarité, des saisonnalités différentes aussi entre les clientèles internationales, la clientèle régionale, des niveaux de consommation différents. Et dans tous les cas, tous les professionnels s'accordent à nous dire voilà, l'important, c'est de trouver cet équilibre entre les clientèles. Au CRT, 2 approches, une approche B2C très en lien avec les aéroports de la région, puisque l'idée étant de capter les visiteurs qui arrivent dans nos aéroports régionaux et de leur faire des propositions, de leur parler pour qu'ils vivent au mieux notre destination. Et une approche plus B2B sur les marchés plus lointains, intermédiaires entre 60 et 85%, où là, on s'appuie auprès des voyagistes internationaux. Et là-dessus, notre action, elle a un petit peu évolué. L'année dernière, nous leur avons parlé à distance, bien sûr, mais on se rend vraiment compte que les formats d'échange et de rendez-vous évoluent, que les attentes vont vers les grands espaces, des expériences, des rencontres. Et en ce sens, nous devons faire évoluer les
produits, les offres qui leur sont dirigées, en y intégrant de véritables expériences, en fait, tout en s'appuyant sur les sites majeurs, développer des micro-expériences avec des food tours, des ateliers cocktails. Voilà, à l'international aussi, on cherche à vivre plus intensément et à prendre plus le temps de découvrir les territoires. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je reste à votre disposition pour tout complément d'information sur ce sujet. Merci Jeanne, désolé d'avoir un peu pressé les choses, mais on va se donner quand même le temps de faire intervenir Camille, parce que quand on est hôtelier dans ce contexte-là, est-ce que c'est facile de trouver cet équilibre entre clientèle française, clientèle étrangère, saisonnalité, expérience? Je pense que tu as des choses très intéressantes à partager avec nous. Enfin, voilà, ça c'est les aléas du direct. Camille a disparu. J'espère que c'est un tout petit accident. Voilà. Ça, il fallait que ça arrive une fois dans les têtes chercheuses, hein. Camille, est-ce que tu nous entends? Est-ce que c'est juste un petit problème technique? J'ai l'impression qu'il est toujours là, mais sans caméra et sans Camille. Camille avait prévu d'évoquer avec nous justement la manière dont l'hôtellerie pouvait se repositionner en se tournant vers l'écosystème de la ville, passer d'une hôtellerie d'usage à une hôtellerie d'expérience, justement. Donc, voilà, c'était ce témoignage qu'on souhaitait partager avec vous. C'est très dommage, c'est très frustrant déjà que voilà, on avait plein de sujets sur la table. Pendant ce temps-là, les services techniques, Cognac G essaient de rejoindre Camille Galtier et puis on va essayer de rétablir la liaison. Tu fais un bon Guilux, hein, quand même. Hein. Ouais. Bah, j'ai à peu près le même âge, c'est pour ça. Alors, si vous voulez, en même temps, ben, on peut inverser les choses. Il y avait une question d'un spectateur anonyme qui ne veut pas révéler son nom, qui dit: est-ce que vous savez si ces expériences de voyage ont fonctionné? Ah ben, Jeanne est en train de répondre. Alors oui, mais je peux faire la réponse à tous en Ouais, attente en live. du retour de Camille. Alors ces expériences de voyage, en fait, vous pouvez les retrouver sur notre site et elles détaillent étape par étape les contacts, les adresses, etc. Ce qui fait qu'au-delà de la consultation par le visiteur de ces expériences, on ne peut pas quantifier et chiffrer les retours et le niveau de fréquentation que génèrent ces suggestions d'expérience. Donc aujourd'hui, voilà, on ne va pas avoir de chiffres à partager sur vraiment le fonctionnement et le volume de visiteurs qu'ont généré ces expériences, malheureusement. On va s'y attacher côté aide à la mise en marché, puisque ces expériences sont également traduites pour certaines en package. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le dur dès qu'on aura des tours opérateurs qui vont programmer ce type d'expérience. On va pouvoir avoir là des retours beaucoup plus concrets en la matière. Et de la même façon, dès qu'il y aura une médiatisation et des campagnes digitales menées en faveur de ces séjours, là, on pourra réellement mesurer un retour sur investissement. En tout cas, on voit bien qu'il n'est pas question d'opposer. Ça va être, je pense, la synthèse de tout ça, d'opposer des démarches des clientèles les unes par rapport aux autres, mais de trouver le point d'équilibre qui correspond aux aspirations des uns et des autres, et puis de pouvoir avancer. Je crois que Camille est en train de revenir. Donc voilà, on t'a perdu, Camille. Tu nous entends? Allô, allô? Il manque le micro. Oui, donc pas d'opposition frontale, pas de simple gestion de flux à compenser. Cette fois, il y a la caméra, mais je ne vois pas de son. Alors, juste pour alimenter, si tu veux, Dominique, là, Bien sûr. en attendant que Camille
se connectent. On parle en fait d'expérience pour répondre un tout petit peu à la question là de l'auditrice. Ça peut être aussi, par exemple, on a le cas de Rapid Canoë, hein, qui est à côté de Montpellier. Ils ont mis en place une expérience qui est la possibilité de pouvoir louer en fait un canoë-kayak, par exemple, sur des plages horaires qui sont de 17h à 20h. Je veux dire, en fait, si vous voulez, c'est aussi, quand on parle d'expérience, c'est aussi de voir par rapport aux produits que vous aviez l'habitude de commercialiser, qu'est-ce que vous pourriez adapter? Parce que l'avantage de 17h, si vous êtes à ne serait-ce que 40 km de Montpellier, ça permet à ce type de population de venir en Vous tout cas. m'entendez? Camille, revoilà Camille. Allez-y. Désolé, hein, petit problème technique, c'est à toi. L'antenne est à toi. Alors, je suis sincèrement désolé, gros problème technique, mon ordinateur qui a décidé de ne plus fonctionner pile poil à ce moment-là. Donc voilà, bon, alors du coup, je vais faire très rapide. Je suis désolé, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ce qui a été dit, puis d'avancer un petit peu à ce niveau-là. Arnaud, tout à l'heure, tu as parlé du besoin d'espace et de liberté. C'est vrai que la clientèle locale a également besoin d'un espace et de liberté, et elle a besoin de s'adapter. Nous, professionnels, avons besoin également de nous adapter à tout ça. Mais il faut qu'il y ait quand même un principe de réciprocité dans cette adaptabilité. Sinon, l'authenticité que la demande va nous demander, du coup, et que nous allons essayer de lui offrir, sera une fausse authenticité. Il faut que le client qui vienne jusqu'à nous ne soit pas forcément, lui, en demande de quelque chose, mais qu'il faut qu'il soit, lui aussi, en attente et ouvert à la discussion, à la différence culturelle, à l'ouverture et à notre authenticité à nous. Il ne faut pas que ce soit forcément à nous de nous adapter à son authenticité. Je dis ça parce que l'année dernière, on a eu énormément de problèmes à ce niveau-là avec la clientèle qu'on a reçue, qui était une clientèle quasi franco-française à 100%, avec une énorme part d'incivilité dans nos établissements, à tel point qu'on a eu besoin de faire nous-mêmes un travail de police énorme sur nos comptoirs et à nos réceptions, et qu'on a également eu besoin des services de police, qui soient nationales ou municipales, et que cette année, l'ensemble des adhérents de l'association du Club hôtelier du Grand Montpellier est en train de mettre en place la création d'une charte de convivialité à faire signer aux personnes qui voyageront jusque dans nos établissements, car l'année dernière, cette année, en tout début de déconfinement au mois de mai, il y a eu une énorme angoisse des professionnels du secteur sur le territoire de Montpellier face à ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, en dehors de ça, effectivement, c'est une clientèle qui n'est pas forcément très qualifiée, mais qui nous a offert la possibilité d'avoir un prix moyen très élevé et un énorme taux d'occupation record qu'on n'avait pas vu depuis des années sur notre territoire. Voilà, moi j'ai ce problème en fait avec la recherche de l'authenticité qui va créer l'uniformisation de l'authenticité à travers les différents territoires, quels qu'ils soient, et particulièrement dans les grandes zones urbaines, que ce soit Toulouse, Montpellier ou d'autres. Voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas qu'il faille que nous, professionnels, soyons esclaves d'un besoin ou d'une demande, mais qu'il faut attendre quand même que le client soit à la recherche, à la connaissance. On doit, nous, être dans nos comptoirs des ambassadeurs de la destination. On doit les conseiller en qualité, on doit leur offrir l'authenticité, mais la véritable authenticité. Sinon, autant aller à Walt Disney. Ça doit créer de la curiosité, qui doit amener des conseils. Les gens doivent partager au même titre que nous partageons avec eux. Voilà, tout simplement. Je pense que le fait d'un hôtel qui a toujours été inclus tourné vers l'étranger du territoire, pas forcément étranger comme on l'entend aujourd'hui. Il faut aujourd'hui que les hôtels s'intègrent dans l'écosystème local pour pouvoir faire vivre le local. Et on voit à travers ce confinement, à travers ce qu'on a vécu dans la crise sanitaire, la manière dont effectivement la clientèle a changé. Quand on dit la clientèle locale, elle est locale d'ici, elle est locale d'Occitanie, elle est locale de France, mais elle est aussi pour moi locale des pays frontaliers. C'est-à-dire que finalement, la vraie clientèle étrangère, pour nous aujourd'hui, professionnels, en tout cas sur Montpellier, ce n'est pas forcément une clientèle qui parle une langue étrangère. C'est une clientèle qui vient de l'autre bout du monde. L'Union européenne n'est qu'un seul et même clientèle, même s'il y a des disparités à travers ça.
Voilà. Après, la clientèle locale, elle a un intérêt parce que c'est vrai qu'elle ne veut pas consommer la ville comme un usage. Elle veut s'inclure dans la ville, elle veut vivre ça. Ceux qui viennent jusqu'à Montpellier veulent vivre leur expérience comme si c'était des vrais Montpelliérains. Donc, ils sont à la recherche d'anecdotes, de petites choses croustillantes sur la destination, des petits lieux, des petits points. Ils ne sont pas forcément, à la différence, à mon avis, de certains points de vue, à la recherche d'un musée Fabre ou d'autres choses. Maintenant, on a dépassé ces paradigmes-là pour essayer de s'inscrire encore plus profondément dans la vie urbaine. Voilà. Tout ça pour dire que s'intégrer dans l'écosystème local, ce n'est pas forcément facile, mais en même temps, ça nous permet à nous d'aller chercher une clientèle hors saison et une clientèle qui va essayer de vivre une expérience en dehors de chez soi. On peut recevoir aujourd'hui des Montpelliérains qui veulent vivre juste un week-end en dehors de chez eux parce que ça leur fait changer d'air. Moi-même, à la suite du premier confinement au mois de mai, le 11 mai 2020, comme je ne pouvais pas intégrer mon personnel à l'hôtel, je suis venu moi-même faire des nuits avec ma famille à l'hôtel puisque j'avais quelques clients. Eh bien, mes enfants ont adoré l'expérience que de venir à l'hôtel. C'était comme des vacances. Bon, moi, c'est mon quotidien. Voilà, donc c'est vraiment ça. Je pense que le principe aujourd'hui, ce n'est pas forcément de dire que la clientèle locale, il y a cette notion d'avis aussi à travers la clientèle locale. Ils sont beaucoup plus critiques, mais elle apporte quelque chose et elle nous permet à nous, professionnels, de nous recentrer aussi sur le plus important, c'est-à-dire l'accueil et les bons conseils. Voilà, je pourrais aller vite, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Désolé pour le temps. Non, mais désolé Camille de te laisser si peu la parole parce qu'en fait c'est super intéressant parce que ça fait quand même ça amène une logique à travers l'expérience que tu exprimes. On retrouve tous les sujets qu'on a abordés juste avant et ça, c'est intéressant. On pourrait comme d'habitude y passer 2 heures hein, à faire ces têtes chercheuses. Voilà, comment conclure? Est-ce que d'un mot, chacun peut faire une petite conclusion? Il est 17h06. On a dépassé un petit peu, mais on avait commencé à 17h05. On peut se donner un petit mot de conclusion. On a vu que rien n'était simple, hein, qu'il n'y avait pas de formule magique, qu'il n'y avait pas de choses toutes écrites à l'avance et que justement, moi j'aime bien cette idée d'interroger aussi l'authenticité de Disneyland ou l'authenticité réelle d'un Montpelliérain qui vit une expérience de Montpelliérain ou d'un Toulousain qui vit une expérience de Toulousain. Il y a énormément de matière dans tout ce que vous avez exprimé les uns et les autres. C'est dommage de ne pas pouvoir aller plus loin, mais on va essayer de faire la synthèse de tout ça pour revenir vers vous. Il y avait une question, effectivement, une question un petit peu anecdotique de Geneviève Clastre, donc de Voyage Autrement, qui demande s'il y a eu un effet si grand soleil à Montpellier pour Camille, la série télé. Alors, moi personnellement, dans mon hôtel, pas vraiment. Probablement, je pense que là, pour le coup, à l'Office du tourisme, je sais qu'ils sont sur le point ou même il s'est déjà fait. Ils font maintenant une visite des lieux les plus filmés sous un si grand soleil. Donc, je pense que le retour est positif à ce niveau-là. Mais le quantifier, malheureusement, je crois que la série est arrivée à quelques mois avant aussi la pandémie. Et donc, quantifier le retour là-dessus, par contre, ça fait parler de la ville. Et on voit des paysages. Maintenant, quand on habite la ville, c'est intéressant de voir la manière toujours comme ça, parce que je trouve qu'on crée de l'authenticité. C'est vrai que quand on voit la personne partir en mobilette jusqu'à la plage et que ça lui prend 1 minute et demie, ça fait bien sourire les Montpelliérains. Mais voilà, après, voilà, je pense que c'est important. Et que les retours sont positifs. Et si l'Office du tourisme et les services de la métropole mettent en place des visites guidées à ce niveau-là, c'est qu'ils ont eu des demandes. Donc oui, je pense qu'il y a eu un retour. C'est ça. La question, c'est est-ce que être authentique, c'est se conformer à l'image qu'on attend de nous ou être réellement à l'image de ce qu'on est vraiment? Il y a un autre débat. Ça pourrait être un sujet qui sera intéressant. Alors, le prochain séminaire des têtes chercheuses aura lieu le 1er juillet sur le thème de la gouvernance dans le secteur touristique. On va parler d'organisation, on va parler de gouvernance. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, on vous attend pour ce prochain épisode des têtes chercheuses.
Si vous voulez encore d'un mot, une petite conclusion les uns et les autres, si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment, comme on dit au mariage dans les films américains. Alors, juste peut-être un truc un peu ancien. Il ne faut pas nous donner la parole, sinon on la prend. Mais je sais bien. Non, en 1981, il y avait un ministère du temps libre. Donc, c'est un ministère qui a complètement disparu. Maintenant, il y a un ministère du tourisme, du sport, etc. Alors que finalement, on s'aperçoit qu'on a une sorte de retour en arrière 40 ans plus tard, avec une logique maintenant de temps libre, c'est-à-dire comment on occupe son temps libre. Est-ce qu'on va aller découvrir son environnement immédiat? Est-ce qu'on va aller à l'autre bout de la planète? Donc, comment on fait des arbitrages et comment finalement on va dans cette société hédoniste, comment on va aller chercher des petits plaisirs de l'évasion, de la détente, de différentes manières. Et alors, ce qui est un peu moins marrant, c'est que quand même, dans le temps libre, il y a quand même une bonne partie qui est dédiée à jouer sur différentes plateformes de jeux, plus qu'à aller découvrir son environnement immédiat ou le musée à côté. Voilà. Et faire du télétravail pendant les vacances. Camille voulait rajouter aussi quelque chose. Oui, je voulais juste inviter tout le monde à dépasser le paradigme de l'exotisme parce que finalement, le dépaysement, il est à notre porte. Il suffit juste de le voir simplement et arrêter de croire que des vacances réussies sont des vacances à l'autre bout du monde. Voilà. Bravo. Belle conclusion. C'est un peu ce que disaient nos amis de Vaolo au Québec la dernière fois qui proposent de former des explorateurs. Et la crise les a amenés à se repositionner en disant les jeunes Québécois qui voulaient aller explorer le monde, de fait, on leur a dit mais allez voir ce qui se passe dans votre arrière-cour. Ils se sont aperçus que justement, il se passait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas, qu'on méconnaissait. Et peut-être effectivement, le dépaysement était là. Arnaud, un mot, Jeanne, un mot? Oui, alors moi, juste un mot en fait. Je pense que c'est le moment peut-être, voilà, un seul mot, c'est oser. Oser, parce que jusqu'à maintenant, on avait une clientèle qui arrivait. C'était pas du tout cuit, mais c'était un peu ça. Et maintenant, ça vaut le coup maintenant de dire, tiens, c'est peut-être le moment de voir d'autres opportunités. Donc, oser, je pense que cette pandémie, elle est forte en opportunités. Il faut juste savoir les saisir. Voilà. C'est une belle conclusion aussi. Jeanne, un petit mot? Je crois que plus que jamais aussi, il faut qu'on teste, qu'on ose, comme dirait Arnaud, et qu'on travaille nos niches de marché. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à gagner pour mieux les connaître et mieux les convaincre. Je pense que voilà, on a eu des très très belles conclusions. On a essayé d'être le plus authentique possible et de mener à bien ce débat qui était très large. Donc, rendez-vous aux prochaines têtes chercheuses. Et puis, j'espère que tout ça aura une suite. On pourra creuser. On va essayer, dans le cadre des rendez-vous des universités qui auront lieu au mois d'octobre, on essaiera de faire une synthèse de tout ça et puis d'en tirer les thèmes des prochains séminaires, des prochains webinaires du même style. Merci beaucoup à tous les intervenants. Excusez-nous, chers auditeurs, pour les petites interférences techniques qui nous ont un petit peu perturbés. Pour avoir dépassé un petit peu le temps aussi. À la prochaine fois et merci.